Bienvenue dans cette conférence ID4D, Idées pour le développement, qui est donc organisée par l'Agence française de développement. L'objectif, pour ceux qui assistent pour la première fois, je le rappelle, c'est de permettre à des acteurs du développement de tous horizons donc, d'échanger librement sur des sujets qui font débat. Librement, ça veut dire qu'en fait cette conférence va durer 2 heures. La moitié du temps sera réservé à un échange entre les intervenants et puis ensuite à un échange avec vous. Donc au fur et à mesure des échanges entre les intervenants, je vous incite à noter les questions sur un petit bout de papier, puisqu'ensuite vous aurez la parole pendant 1 heure pour justement poser toutes les questions que vous avez envie de demander aux intervenants. Alors je vous précise que toutes ces conférences font l'objet d'une synthèse ensuite, au cas où vous auriez du mal sur la prise de notes. Une synthèse qui est publiée quelques semaines après sur le blog www.ideasfordevelopment.org. Et le film de la conférence est lui aussi mis en ligne peu de temps après. Et puis ces conférences sont tweetées en direct sur le compte de l'AFD, donc les coordonnées sont là, @ID4D, c'est hashtag ID4D live tweet, donc LT. Donc le sujet de ce soir est un sujet très polémique, hein, on en parle régulièrement dans les médias, dans les colloques, parce que vous le savez, la biodiversité se dégrade vite, beaucoup trop vite. Selon tous les experts qui s'accordent à dire que nous sommes en train d'assister sans doute à cette 6e grande période d'extinction. Alors évidemment, il y a beaucoup de débats sur le nombre d'espèces connues, le nombre d'espèces qui disparaissent, beaucoup de chiffres qui circulent, mais c'est vrai que sur les 1,8 million d'espèces connues, il y en a à peu près 28 000 qui disparaîtraient chaque année, ce qui fait que c'est énorme. Alors on a l'impression que les notions de beau, d'utile ou de bien commun n'arrivent pas vraiment à enrayer cette catastrophe. Donc il y a un nouveau concept qui est apparu, donner un prix à la nature, estimer ce que valent les services rendus par les écosystèmes, la purification de l'eau, la purification de l'air. Vous avez dû voir ça, il y a des chiffres, hein, notamment l'économiste indien Pavan Sukhdev qui avait estimé, et ça les intervenants en parleront sûrement, que la disparition des abeilles entraînait la fin de la pollinisation. Et donc, ce serait un manque à gagner pour l'économie mondiale de l'ordre de 177 millions d'euros. C'est quand même 8% de la production agricole mondiale. Alors, milliards, bien entendu. Alors, autre chiffre tout aussi vertigineux, si c'était des millions, ça serait déjà pas mal, mais en effet, ce sont des milliards. Alors, autre chiffre tout aussi vertigineux, toujours selon Pavan Sukhdev, il faudrait mobiliser entre 150 et 440 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour lutter contre cette érosion de la biodiversité. Donc, vous voyez bien, il y a ce qu'il faut mettre d'un côté pour lutter contre l'érosion, de l'autre, chiffrer ce que valent les écosystèmes, bref, des chiffres qui s'alignent. Mais la question, c'est, et c'est ce dont on va parler maintenant, qui paye déjà et qui devra payer, avec quel mécanisme? Est-ce que c'est réaliste d'en parler aussi en ces termes? Alors, on en parle tout de suite avec nos différents intervenants que je vous présente. Donc, on démarre avec Christophe Ducastel, qui est responsable de la thématique biodiversité à l'Agence française de développement. À sa droite, donc, Alain Carsanti, qui est économiste au CIRAD et, pour dire rapidement, on va dire spécialiste des forêts. Ensuite, Aurélien Guingamp, qui est économiste chargé d'études économiques au sein de la mission économie de la biodiversité de CDC Biodiversité, qui est donc une filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans la biodiversité. À sa droite, Laurent Gibert, qui est donc directeur du développement international de la recherche avancée chez L'Oréal. Et Emmanuel Groutel, qui est économiste et consultant pour la FAO. Alors, Aurélien Guingamp, avec Alain Carsanti, vous avez réalisé une étude pour le ministère des Affaires étrangères sur les initiatives innovantes pour le financement de la biodiversité. Cette étude, je vous le signale au passage, est en ligne. Vous pourrez la consulter sur Internet. Alors, je vais donc vous demander tout d'abord de nous dresser un rapide tableau des besoins et des ressources disponibles aujourd'hui en matière de financement de la préservation de la biodiversité. Bonsoir à tous. Alors, un rapide état des lieux donc des besoins et des ressources disponibles. Alors, ce sont des chiffres issus
du rapport du groupe de haut niveau sur l'évaluation mondiale des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique. C'est un rapport qui a été présenté à la COP, à la dernière COP, donc en fin d'année dernière. Donc, en termes de besoins, en fait, vous l'avez cité à l'instant, on est sur une fourchette qui va de 150 à 440 milliards de dollars par an, donc pour l'atteinte des objectifs d'Aichi d'ici à 2020. Donc au niveau mondial, là, bien sûr. Et en termes de ressources disponibles actuellement, on est environ à 52 milliards donc par an, donc de dollars toujours, dont les 3/4 qui sont issus de budgets publics financés sur des recettes fiscales domestiques. Alors, cela peut paraître assez élevé comme montant finalement. Ce qui est intéressant de faire, c'est finalement comparer les ressources disponibles actuellement donc avec d'autres chiffres pour se rendre compte un peu de l'effort à fournir. Et donc un exemple qui est assez emblématique, c'est le fait que finalement la consommation annuelle de glace donc à l'échelle de la planète est supérieure donc au montant des ressources disponibles actuellement pour la préservation de la biodiversité. Bon, de glace, c'est-à-dire de glace, donc ice cream, exactement. Ah d'accord, de Esquimaux. Esquimaux par exemple, tout type de dessert glacé. Alors non, mais l'exemple est quand même assez intéressant. Ça montre que on peut quand même faire mieux. Hein, globalement, on peut quand même faire mieux. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que pour financer finalement l'atteinte des objectifs d'Aichi, il faut actuellement tripler les ressources à mobiliser au niveau mondial. Donc à minima bien sûr, parce qu'on peut aller jusqu'à 440 milliards par an en termes de besoins. Donc voilà, et quelques chiffres au niveau français pour faire la comparaison aussi, c'est assez intéressant. Actuellement, on est en termes de ressources disponibles et donc financées, on est à 2,2 milliards par an, ce qui correspond en fait à la dépense pour la protection de la biodiversité et des paysages, donc au niveau national. Sur ces 2,2 milliards, 80% sont financés sur fonds publics, encore une fois, donc État, collectivité. Et on estime, alors les estimations sont un peu, sont pas forcément faciles à calculer, mais on estime environ à 700 millions supplémentaires par an les besoins de financement actuellement. Donc ça c'est une estimation Grenelle qui date un peu. Et globalement sur ces 700 millions, on est clairement dans une estimation très basse puisque ça prend en compte quasiment exclusivement l'extension des aires protégées, un peu de préservation des espèces remarquables, mais on estime finalement très peu tout ce qui est préservation de la biodiversité ordinaire et donc notamment tout ce qui est restauration des continuités écologiques avec la trame verte et bleue. Donc encore une fois, on est sur des ressources finalement disponibles qui sont bien inférieures aux besoins, ce qui pose la question donc, du recours à des éventuels mécanismes de financement innovants qui viendraient abonder un certain nombre de fonds pour répondre aux besoins identifiés. Alors on va en parler tout à l'heure de ces mécanismes innovants, mais Alain Carsanti, il y a différentes approches finalement pour savoir qui doit financer la conservation de la nature. C'est en fonction de la vision en fait qu'on a de la nature en soi. Soit c'est un bien public à protéger, donc avec des financements publics, soit c'est un bien à valoriser, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, on aura tendance plus à se tourner vers des financements privés, on peut dire les choses comme ça. Oui, disons que on sort d'une illusion, on y est toujours très largement, mais d'une illusion très très grande qui a duré pendant peut-être depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui est de considérer que la biodiversité, la nature, c'est une ressource, que le problème, c'était un problème d'instruments économiques qui n'étaient pas adéquats, qu'on allait mettre en place des marchés, des services écosystémiques, qu'on allait mettre en place des formes de valorisation, disons, de la nature, que ce soit par la bioprospection, par les ressources génétiques. Et on a eu, depuis une quinzaine d'années, un très grand emballement intellectuel, disons, pour faire en sorte que la biodiversité, la nature, soit valorisée directement comme une ressource
ressources économiques, en disant finalement ce sont les utilisateurs qui vont payer. Il y a une demande de biodiversité, on va créer une offre de biodiversité, on va créer des marchés. Et donc fondamentalement, je dirais que c'est la grande illusion parce que on voit depuis 15 ans que tout ce qui a été effectivement promis, annoncé, sinon a échoué, en tout cas c'est réduit à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des questions de bioprospection qui ont fait long feu, des questions, disons, enfin on en parle toujours, hein, mais... Qu'est-ce que vous appelez bioprospection? C'est-à-dire, en gros, l'idée c'était de dire on va effectivement pouvoir, disons, à partir de faire l'inventaire d'un certain nombre de ressources, de molécules, de ressources génétiques, tout ça effectivement va pouvoir éventuellement être breveté, il va y avoir des partages de bénéfices entre, disons, les firmes qui brevettent, etc. La coopération française, par exemple, il y a eu un grand projet dans les années 90, Merck InBio, c'était la grande affaire du début des années 90. Bon, ce truc a disparu dans les sables. La coopération française, elle avait, disons, il y avait un projet qui s'appelait Biodivalor au Gabon, qui était effectivement parti exactement du même projet, qui a été, un échec absolument considérable. Les gens, on a finalement, parce que on s'est aperçu que les ressources génétiques en elles-mêmes ne se prêtaient pas facilement, d'une part au brevet, d'autre part qu'on trouvait à peu près finalement les mêmes espèces et les mêmes molécules à peu près dans toutes les forêts, donc c'était difficile d'avoir une exclusivité. Ensuite, que les processus effectivement entre la réalisation d'éventuellement de médicaments et disons et la ressource génétique elle-même étaient des processus très longs, très compliqués, etc. Enfin bref, tout ça, c'est un peu, c'est un petit peu effondré. Et alors on a d'autres choses, hein. Disons qu'en permanence on est dans une histoire dans laquelle en permanence on vient nous dire on a une ressource extraordinaire, on va la valoriser, il faut simplement mettre en place des marchés. Bon, alors il y a d'autres choses, hein. Il y a éventuellement RED+, il y a d'autres mécanismes qui probablement vont peut-être avoir le même sort. Alors néanmoins, il y a un certain nombre de ressources de biodiversité qui sont valorisées. Les aires protégées, les parcs nationaux, ce sont des recettes où directement c'est la nature elle-même qui est valorisée à travers la consommation des consommateurs, des touristes ou autres. La certification, on en parlera, c'est une manière pour les consommateurs finalement de donner de manière assez indirecte, il faut le dire, mais d'une certaine manière, une sorte de prime à un certain nombre de précautions de gestion de la biodiversité. Mais enfin, pour l'essentiel, il faut quand même bien dire que, qu'on le veuille ou pas, la plupart des éléments de la biodiversité ne se prêtent pas à la marchandisation. Ce sont des biens publics par nature ou parfois des biens collectifs. Et quand on a des biens publics, il n'y a pas tellement de choix que d'avoir des financements publics et donc de trouver des mécanismes financiers qui supposent effectivement de financer ceci comme des biens publics qui nous concernent tous. Et on n'a pas le choix. Donc il faudra trouver cet argent quelque part. Et pas forcément dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, avoir des taxes, non pas des taxes écologiques d'ailleurs, parce que taxes écologiques, c'est des taxes sur la pollution, où on taxe la pollution pour réduire la pollution. Alors évidemment, cette taxe, le produit de cette taxe, il va baisser au fur et à mesure, parce que quand on taxe la pollution, on espère que les gens vont polluer moins. C'est ça l'idée. L'idée, c'est au contraire d'avoir des taxes sur des tas de choses, par exemple à très faible taux. Mais par exemple sur les transactions financières, sur les unités téléphoniques, c'est ce que je fais en ce moment en Côte d'Ivoire pour les PSE. J'essaie de simuler comment est-ce qu'on peut avoir des choses où on peut avoir des ressources sur des très larges assiettes, très faibles taux, et qui permettent de financer, disons, d'une manière ou d'une autre, de la biodiversité. Mais j'en reparlerai plus tard certainement. Alors justement, la certification, vous en parliez à l'instant. Alors Emmanuel Groutel, quel est l'impact donc de cette certification, notamment dans le domaine du bois, hein, on en a beaucoup parlé aussi, la fameuse certification FSC. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà rapidement comment ça marche et les conséquences avec un peu de recul sur ce marché? Bonsoir. Comment ça marche? Dans des principes de certification, finalement, on va rebalayer certains fondamentaux, bien sûr, sur l'existence de l'entreprise, sur ses pratiques sociales, environnementales, sur la traçabilité des produits. Ça recouvre un ensemble de process ou de procédures. Peu de temps avant de commencer cette conférence, vous me posiez la question un peu en aparté sur ma vision peut-être un peu négative du résultat des certifications.
c'est pas une vision négative, c'est simplement les professions de forestiers, de négociants et autres se sont retrouvées ces bientôt 7 dernières années emportées dans une crise de premier ordre qui dure, qui perdure, avec des produits forestiers africains concurrencés à la fois par des matériaux de substitution, des produits entrant dans le marché, qui peuvent être à base de plastique ou d'autres choses de la sorte, et évidemment aussi une compétition intrasectorielle avec des produits forestiers européens. Et là, on peut dire qu'un lobbying très efficace a été mis en branle pour substituer pas mal de bois tropicaux, y compris certifiés. Et c'est là que le bas blesse un tant soit peu, puisque des entreprises qui ont adopté des pratiques de premier ordre qui sont aujourd'hui reconnus. Il suffit de regarder les travaux de Cerruti et Lescuyer sur l'aspect notamment social sur les concessions forestières certifiées, en l'occurrence la FSC. Et bien finalement, les professions se sont retrouvées peu récompensées, emportées par une déconsidération des produits bois tropicaux dans leur ensemble. Voilà, alors moi, voilà le côté un petit peu négatif. Maintenant, les aspects positifs, ils sont au moins aussi nombreux. Les aspects positifs des certifications, pour certaines entreprises, ça a été rebalayer complètement leur mode de fonctionnement, ne serait-ce que sur de la bonne gestion, de la traçabilité, des choses comme ça. Ça a été aussi, puisque c'est basé sur les procédures, une possibilité de mettre en place une sorte d'ISO environnemental. D'ailleurs, ça aurait pu être un modèle qui aurait pu être retenu. Voilà, et puis on voit bien, encore une fois, sur les travaux sociaux, mais aussi environnementaux et en termes de biodiversité, que les concessions qui sont aujourd'hui certifiées sont assez remarquables en termes de faune, notamment, je pense aux grands singes, je pense aux éléphants, et parfois ces concessions forestières certifiées ont des populations d'animaux remarquables supérieures aux parcs nationaux eux-mêmes. Donc en gros, il y a eu des bons efforts de fait qui n'ont pas vraiment débouché en termes de vente sur des marchés parce qu'il y a eu la crise, c'était difficile. Dans ces cas-là, qui paye? Est-ce que c'est l'entreprise qui met toutes ces plus-values, parce que c'est très contraignant FSC. Hein, d'ailleurs, il y a assez peu d'entreprises qui sont labellisées. Donc, qui paye au bout du compte? Est-ce que c'est le consommateur avec un bois plus cher ou est-ce que c'est l'entreprise qui prend ses dispositions? En fait, il y a eu très peu de primes, de premiums payés pour les produits certifiés par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Donc, c'était pas très incitatif. C'était pas très incitatif et finalement, les entreprises, moi, que je qualifierais de vertueuses, et pas simplement avec le label que vous mentionniez, hein, parce qu'il y a d'autres possibilités qui existent sur le travail, notamment sur la légalité des produits. Finalement, le marché... Le marché a considéré que c'était une sorte de prérequis. Voilà. Et les vertueux ont été pénalisés. Alors que, encore une fois, on ne peut pas inviter tout le monde à aller dans les concessions forestières certifiées, mais c'est absolument remarquable le travail qui a pu être fait ces dernières années, tout simplement.
Alors la question du qui paye, j'ai aussi envie de vous la poser, Laurent Gilbert, parce que vous représentez L'Oréal. Quels outils les entreprises du secteur privé peuvent mettre en place donc, pour inciter à la préservation de la biodiversité? Et après, je vous poserai donc la question du consommateur. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être je vais commencer effectivement par répondre à la deuxième question des outils avant de passer à la question du financement. La question des outils, alors pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous, peut-être de repréciser que ce n'est pas quelque chose de neuf chez L'Oréal, de se préoccuper de cette question de la préservation de la biodiversité, parce que c'est à la fois une source d'innovation, je crois que ça a déjà été dit, hein, peut-être pas au niveau qui pouvait être espéré, mais c'est une source d'innovation, une source de valeur à beaucoup de niveaux, et puis c'est la source de beaucoup des matières premières que nous utilisons dans nos formules, puisque 46% aujourd'hui des matières premières en volume que nous utilisons dans l'ensemble de nos produits sont d'origine végétale, donc proviennent de la nature. Donc c'est quelque chose à prendre en considération et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et c'est un sujet que nous travaillons depuis de nombreuses années, puisque dès 2005, donc maintenant ça fait 10 ans, nous nous sommes engagés à utiliser ces matières premières d'origine végétale selon les principes de la Convention sur la diversité biologique. Donc dès cette époque, nous avons travaillé à mettre en place des outils, parce que c'est bien de le dire maintenant, comment on le fait. Et pour ça, il faut être capable de travailler avec l'ensemble de nos fournisseurs, puisque L'Oréal, comme vous le savez, nous sommes relativement assez aval dans la chaîne, et donc nous travaillons avec tout un ensemble de fournisseurs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir partager avec eux les éléments qui vont permettre, premièrement, d'assurer une traçabilité, d'avoir l'origine de ces matières premières. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, hein, ce n'est pas quelque chose qui va être extrêmement simple, puisque c'est plus de 1400 ingrédients que nous utilisons, plus de 300 espèces, provenant de plus de 60 pays. Donc ça veut dire qu'on a un peu de travail à faire pour couvrir l'ensemble de la supply chain que ça apporte. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est une fois que l'on connaît l'origine géographique, l'origine botanique de la plante, il est extrêmement important d'examiner quels sont tous les enjeux qui sont autant des enjeux environnementaux et sociaux qui sont liés à l'ensemble de la chaîne de transformation de la matière première végétale jusqu'à notre utilisation. Alors nous avons développé des outils, développé des modèles, c'est travailler multipartite. Multipartite, ça veut dire travailler avec nos fournisseurs, travailler avec des parties prenantes locales, parce que ce n'est pas de Paris que nous serons capables de comprendre, pour prendre un des sujets emblématiques que nous avons traité sur l'huile d'argan au sud du Maroc, hein, c'est clairement sur le terrain des ONG locales qui sont capables d'identifier l'ensemble des actions qui doivent être mises en place pour s'assurer que les projets sont, le sourcing, que la façon de travailler, la façon de transformer est tout à fait durable, que finalement les conditions de rémunération sont justes et très généralement, effectivement, on va payer un premium sur ce genre de, sur ce genre de matières premières. Et donc, ce qui m'amène à votre question, c'est-à-dire finalement qui paye. Globalement, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Est-ce que le consommateur est prêt à payer? Très peu. Alors vous avez des sondages intéressants là-dessus. Très peu. Sur le décalage entre ce que je pense et ce que je fais. Exactement. C'est-à-dire si vous demandez à un consommateur est-ce que vous voulez acheter des produits qui sont durables, qui ont été produits avec les meilleures garanties. Là, vous avez... alors le chiffre qu'on a dans les sondages, c'est 92%. Bon, il y a certainement 8% de timides qui n'osent pas le dire. Mais finalement, quand on vous pose cette question comme ça, 100% vont répondre oui, bien sûr. Quand vous allez leur demander est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour? Alors là, vous tombez à 45, et là, je pense qu'il y a des optimistes qui l'ont dit, parce que dans la réalité, c'est pas ce qu'on observe. Donc on voit bien que finalement, on est face à
une demande des consommateurs, parce qu'il faut aussi le prendre sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on demande aux consommateurs est-ce que c'est important de le faire, oui. Nous travaillons tous les ans avec UEBT sur le baromètre biodiversité, et on se rend compte au fil des années, c'est vraiment un projet qu'on accompagne avec eux depuis plusieurs années, et on voit que en France, en Chine, en Inde, au Brésil, dans de très nombreux pays, les consommateurs ont conscience de la question de la biodiversité. Ils ont conscience de l'importance que ça représente, et ils attendent des entreprises de faire des actions. Et ils sont eux-mêmes, ils se disent, moi aussi je veux participer, mais ça se heurte derrière à une question de dire comment je passe à l'acte, comment je fais, comment aussi j'ai suffisamment confiance dans l'ensemble des acteurs et des informations qui me sont données pour me dire finalement, quand on me dit que quelque chose est sourcé durablement, c'est effectivement le cas. On revient sur les questions de certification, de la diversité des certifications. Donc il y a aussi toutes ces questions derrière le saut ou la difficulté pour un consommateur entre la volonté de faire, la conscience qu'il faudrait faire et le fait de le faire. Alors Christophe Ducastel, quelle est l'approche de l'AFD sur ce sujet? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'AFD pour ces financements de la préservation de la biodiversité? Oui, bonsoir. Bon, tout d'abord, les quelques chiffres là qui ont été cités par Aurélien là nous obligent à un peu de modestie quant à notre contribution à la biodiversité, puisque sur les montants astronomiques de GAP qu'il a cités, je crois que nous, de notre côté, on doit apporter quelque chose qui tourne autour de 150 ou 160 millions d'euros par an. Donc on est un tout petit contributeur en matière d'appui à la biodiversité. Et je crois que pour faire un peu caricatural, on a deux grands types d'approches en fait des financements qu'on peut mettre en place, avec cette dichotomie qui a été citée au préalable, d'avoir soit des financements directs ciblés sur le bien public, et donc un apport de ressources essentiellement sous forme de subventions, et puis d'autre part une approche plus ciblée sur la valorisation du produit et sa possibilité d'introduire sur le marché une valorisation de la biodiversité. Alors, sur le premier volet, on va dire, qui est finalement le plus classique et qui, pour nous, représente les montants les plus significatifs, il s'agit effectivement essentiellement d'apporter des ressources aux aires protégées, alors soit directement, soit à travers des mécanismes financiers du type fonds fiduciaires, etc. Enfin, tout type d'interventions qui sont bien connues et qui, généralement, effectivement, sont des dotations budgétaires en subvention. Plus intéressant peut-être et peut-être plus original en ce sens qu'elle vise à être plus innovante, c'est les appuis qu'on cherche à apporter en matière de soutien à la valorisation de la biodiversité sur les marchés. Et je crois que là, il y a peut-être deux grandes pistes qui sont travaillées. La première a déjà été citée aussi bien par nos amis de L'Oréal que sur les bois tropicaux. C'est cette idée d'essayer de mettre en place des dispositifs de certification et d'essayer d'apporter un appui à la valorisation de ces marchés, que ce soit en matière de qualité des engagements pris par les entreprises, c'est-à-dire de soutenir effectivement la mise en place de dispositifs, de critères, d'indicateurs qui permettent de s'assurer d'un certain nombre de choses en matière de biodiversité, mais aussi de social, évidemment. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet qui me semble être intéressant et qui, disons, est plus indirect, mais qui laisse espérer un certain nombre de choses, c'est tout ce qui s'est déjà fait, même si ça reste aujourd'hui encore assez expérimental, en matière de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, ce qu'on appelle REDD dans notre jargon de forestier. Et ce processus REDD, donc, qui cherche à se mettre en place, qui essaye de se stabiliser, qui finalement n'existera définitivement que lorsque un accord un peu plus formel sera mis en place sur le climat, présente l'intérêt effectivement de chercher à développer une valorisation, en l'occurrence du carbone, sur un marché.
avec certes un certain nombre de limites et les difficultés qui sont liées à la mise en place de ces nouveaux marchés, mais potentiellement un certain intérêt, en particulier, ou accessoirement pourrait-on dire, en matière de biodiversité, puisque les effets carbone sont liés à des co-bénéfices qui peuvent être attendus en matière de biodiversité. Donc cet exercice, même si il est encore aujourd'hui en gestation, il est pour nous porteur d'une certaine dynamique et d'un certain nombre d'espoirs en matière de meilleure valorisation sur le marché ou sur les marchés de la biodiversité. Alors avec... oui, allez-y. Je voulais juste réagir parce que je trouve que le propos est très intéressant sur l'ensemble de ces éléments-là, sur les volumes effectivement qui sont en jeu. Le fait que ce qui est très important au-delà des certifications, c'est aussi de développer des modèles, d'innover dans des modèles qui soient économiquement jusqu'à un certain point rentables. C'est aussi un moyen d'engager l'ensemble de l'industrie, d'engager l'ensemble de l'industrie dans ces modèles-là. Juste pour peut-être prendre un petit exemple, puisqu'on relie modèle, certification, besoin de rentabilité et d'innovation. On peut prendre l'exemple de tout ce qui se fait au travers des dérivés de palmes et de palmistes, avec toutes les questions qui sont posées. Donc on rejoint toutes les questions de déforestation, de l'impact de la déforestation, où là effectivement il existe des certifications qui présentent une valeur, qui ne vont pas jusqu'au bout des choses, donc ce qui se fait autour de la table ronde sur l'huile de palme durable, qui ne vont pas jusqu'au bout des choses, qu'il faut aller plus loin, travailler aussi sur, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la supply chain qui est complexe, être capable de la remonter, faire agir tous les acteurs, et pour travailler in fine avec les petits planteurs qui, localement, représentent 40% de la production d'huile de palme se fait par des petits planteurs. Donc quel peut être l'impact d'une société comme L'Oréal? Si nous, on représente 0,05% de l'utilisation d'huile de palme, 0,4% des dérivés de palmistes. Enfin, vous voyez qu'on va être un acteur faible en volume. Mais ce qui est important, c'est de développer des modèles qui vont permettre d'utiliser, d'accompagner ces petits planteurs vers la certification, de s'assurer que ces petits planteurs, quand ils seront certifiés, trouveront un acquéreur pour ces volumes-là qui seront prêts à payer le premium qui a été nécessaire, enfin que nécessite la certification. Et c'est là où des business models complètement innovants sont absolument nécessaires entre l'ensemble des acteurs de la chaîne, et qui peuvent d'ailleurs être entre public, privé, qui peuvent fonctionner comme ça. Donc la nécessité effectivement d'associer des modèles, des certifications, des business models innovants pour justement accompagner ce type de démarche. Enfin, face au constat que vous avez tous dressé, on comprend bien en effet qu'il faut innover. Oui, Aurélien Guingamp, vous vouliez rajouter quelque chose ? Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans la discussion par la suite, mais ce que je me disais à ce stade, ça peut être intéressant de donner une définition de ce qu'on appelle le mécanisme de financement innovant. Parce que là on évoque déjà certification, PSE, on n'a pas encore évoqué la question de la compensation écologique, mais je suis sûr que ça va venir. Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on est quand même face à tout un panel de mécanismes qui sont différents à la fois en termes de nature et donc parfois même en termes d'objectifs. Alors donc en termes de définition, ce qu'on a mis sur la table dans le cadre de cette étude, c'est notamment que on peut partir du principe qu'il y a un mécanisme de financement innovant. Donc a pour objectif soit de donner un coût ou un bénéfice donc à la destruction ou à la préservation de la biodiversité ou des services écosystémiques, ce qu'on appelle dans le jargon des économistes l'internalisation des externalités. Donc là, on est dans le cas finalement des PSE où on serait a priori plutôt dans un principe de bénéficiaire payeur ou de la fiscalité écologique. Et on est aussi dans le cas de la compensation écologique où là on est plus sur un principe de pollueur-payeur. Et donc deuxième cas de figure, on peut aussi avoir des mécanismes qui peuvent avoir comme objectif d'introduire des principes d'éco-conditionnalité des projets, enfin dans les projets ou dans les programmes existants. Donc là c'est pour le coup le cas de la fiscalité écologique. Donc là on est sur finalement une classification des mécanismes en fonction de leur nature. Il y a une deuxième classification possible
qui est basé sur leur objectif. Alors, donc on peut être sur des mécanismes qui peuvent avoir pour objectif de mobiliser des ressources financières additionnelles. Donc là, c'est ce qui est recherché de manière générale, notamment au niveau international, et ça répondrait justement à ce déficit entre ressources et puis besoins. Mais dans un sens, on peut aussi donc considérer que des mécanismes peuvent être innovants si ils amènent à une diminution des besoins de financement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc là, on est dans l'idée de réduire des pressions directes ou indirectes sur la biodiversité, donc via des changements de comportement. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas des mécanismes qui prélèvent des ressources financières et donc les affectent à des objectifs particuliers. On peut être dans un objectif de diminution des besoins en amont sans même avoir à prélever des ressources en plus. Donc je pense que ça donne peut-être un cadre aussi un peu général permettant d'analyser un peu mieux la diversité de ces mécanismes-là. Alain Carsanti ? Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oh là là, le gap est énorme, il nous faut plusieurs centaines de milliards, etc. En fait, cet argent, il existe massivement. Pour rebondir sur ce que disait Aurélien, on sait que ce qu'on appelle les subventions néfastes à la biodiversité et à la nature, que ce soit dans l'agriculture chimique, que ce soit dans le charbon, que ce soit dans la surpêche, dans le surinvestissement, dans une série de choses, ce sont des centaines de milliards que les États mettent pour défendre leurs champions nationaux au nom de la création d'emplois. Ceci entraîne des destructions massives de biodiversité et de nature. Ceci a un coût social, un coût effectivement environnemental et social. Ceci est fait au nom de l'emploi. Mais alors effectivement, réduire effectivement par exemple le surinvestissement dans la pêche, dans un certain nombre d'activités, extractives, eh bien, c'est une réduction de la pression. Donc à la fois, c'est de réduire le coût social pour les citoyens, parce qu'en général, c'est financé sont des financements publics, des subventions publiques. C'est également réduire directement, à ce moment-là, la pression. Par ailleurs, la réorientation d'une simple fraction des subventions néfastes à la biodiversité générerait des ressources, alors c'est très difficile de les chiffrer, mais très probablement, très largement, pratiquement une bonne partie au moins de ce dont nous avons besoin, même si on ne sait pas très bien, quand même, il faut le dire, apprécier de quoi on a besoin. Parce que, c'est notre débat, mais je pense qu'il y a des besoins d'investissement pour des changements de trajectoire profonds, de changements d'organisation de la société, qui en général ne sont jamais pris en compte dans les rapports. Et c'est très difficile effectivement à chiffrer. Et par ailleurs, puisque Christophe Ducastel, effectivement, puisque l'AFD est une organisation qui, comme d'autres, finance énormément l'agriculture dans les pays du Sud, on sait qu'il y a chaque année, en termes d'investissement public et privé dans l'agriculture, on est à plusieurs centaines de milliards, 250, je ne sais plus les chiffres exacts, 300 milliards. Très clairement, une réorientation, un verdissement d'une partie de ces investissements agricoles, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au lieu d'avoir de systèmes de monoculture à grands coûts, effectivement, de pesticides et d'engrais chimiques, qu'on soit vers des systèmes, des itinéraires techniques beaucoup plus diversifiés qui apportent, par exemple, de l'agroforesterie, qui apportent d'autres choses, qui soient complètement différents, ça serait le même montant de subventions annuelles, mais à ce moment-là, ça serait avec un bénéfice très très important pour la biodiversité. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire seulement il faut plus, très souvent cet argent il est là. Alors bien sûr, arrêter les subventions néfastes, ça a des implications politiques, sociales, c'est arrêter les subventions aux carburants fossiles, ça va faire des émeutes au Nigeria et donc le gouvernement va faire machine arrière. Cela veut dire éventuellement taxer un certain nombre, disons, de choses qui sont aujourd'hui très très difficiles politiquement. Donc on est devant des enjeux de société qui précèdent les enjeux de financement. Ce n'est pas les enjeux de financement, parce que les instruments, on les a, on sait faire, on sait taxer, on sait prélever, on sait réorienter. Le problème, ce sont des orientations politiques. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un peu des années que l'on dit ça, et on le dit aussi sur le climat, quand on dit qu'il faut arrêter les investissements dans les énergies fossiles. Donc en théorie, on sait quoi faire, mais dans la pratique, ça a du mal à devenir effectif. C'est effectivement, alors on est devant donc ces problématiques qui concernent le climat, mais qui concernent l'ensemble des financements des biens publics. Douste Blazy, qui est le président d'United, on discutait, il a le même problème que nous dans la biodiversité, dans le climat. C'est comment financer un bien public international qui est la santé, Et alors donc eux, ils ont la taxe sur les billets d'avion.
Alors vous voyez effectivement tous les problèmes que ça cause, comme un certain nombre de pays seulement le font. Air France est en train de mener une bataille, un lobbying très très fort pour que la France arrête avec cette taxe sur les billets d'avion qui est présentée comme une distorsion de concurrence, alors que là on a typiquement un mécanisme financier innovant qui a permis effectivement le développement sur le fond tuberculose, sida et je ne sais plus que le troisième et paludisme, etc. Donc de financement de l'UNITAID, etc. Donc qui est un fonds tout à fait intéressant et qui est un modèle pour beaucoup d'autres choses et qui est plutôt quelque chose qui progressivement est en train de s'étendre puisqu'il y a un certain nombre de pays qui rejoignent. Vous avez des lobbies extrêmement puissants qui viennent effectivement contrecarrer cette opération. Quand l'Union européenne veut mettre une forme de taxe carbone sur l'ensemble des compagnies aériennes qui se posent sur les aéroports européens, c'est-à-dire, en fait, c'est pas une taxe carbone, mais c'était un achat de permis d'émission, enfin, c'est l'équivalent d'une taxe pour être simple, immédiatement, les compagnies américaines et chinoises disent qu'elles ne paieront pas. Les Chinois disent qu'ils n'achèteront plus d'Airbus et le PDG d'Airbus se précipite à Bruxelles pour dire vous arrêtez tout maintenant parce qu'il y a tant d'emplois en jeu. Donc voilà, on voit très bien de quel problème on a, mais sinon on sait faire. Alors Aurélien Guingamp, vous parliez des marchés de compensation. C'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle les biobanques. Enfin, il y a le service de l'offre, le service de la demande. Il y a pas mal de solutions qui sont proposées pour, en gros, compenser quand on détruit. Alors, c'est assez polémique. Ça pose la question de est-ce que la nature est à vendre? Est-ce qu'on peut compenser la destruction d'une mangrove pour construire un hôtel en construisant une plus loin? Ce sera un autre écosystème, ce sera ailleurs. Est-ce que du coup, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui auront la possibilité de détruire parce qu'ils auront les moyens de compenser? J'aimerais avoir un petit peu votre avis à tous sur ces mécanismes-là que l'on voit fleurir de plus en plus. Aurélien Guingamp? Alors, pour réagir à ce qui a été dit précédemment, je suis convaincu, donc pour ma part, que même si le secteur privé a encore du mal globalement à donc, intégrer cette problématique de la biodiversité, ça reste quand même un acteur assez incontournable, enfin, tout simplement parce qu'au final, on se rend compte que le secteur privé compte pour 75% du PIB mondial. Et des emplois, et que globalement, donc on est face à un acteur qu'il s'agit donc d'engager et d'impliquer, parce qu'il est aussi l'acteur qui est à la base des principales pressions sur la biodiversité. Bon, par contre, partant du principe que la biodiversité est un bien public, on est quand même dans une situation où finalement l'acteur privé par lui-même aura à ce stade du mal à intégrer cette problématique de la biodiversité dans son business model. Alors, c'est pas non plus la panacée, mais la solution de la compensation écologique est assez intéressante dans ce cas-là parce qu'elle est, dans la plupart des cas à ce stade, basée sur une obligation réglementaire. C'est-à-dire que si on attendait que les entreprises d'elles-mêmes compensent leurs impacts résiduels sur la biodiversité, on pourrait attendre assez longtemps et il y a un certain nombre d'initiatives volontaires qui sont en train de démarrer, mais globalement on voit que ça reste perçu comme un coût à ce stade et que la valorisation des actions engagées sur la biodiversité n'ont pas forcément de répercussions. Donc à ce stade, encore une fois, en termes d'image, en termes d'opportunités de marché, donc pas de biodiversité mais de marché de produits pour lesquels l'entreprise travaille. Donc bon, globalement, voilà, on est face quand même à une obligation donc réglementaire qui incite, dans la plupart des cas, les maîtres d'ouvrage à compenser leurs impacts. Donc en France, cette obligation réglementaire existe depuis une quarantaine d'années. Elle n'est appliquée de manière concrète que depuis quelques années. C'est notamment à l'issue du Grenelle de l'environnement que cette thématique a commencé à remonter sous la double impulsion donc, du ministère de l'écologie et donc de la Caisse des dépôts et consignations et de sa filiale donc CDC Biodiversité dans laquelle je travaille, qui a lancé donc en partenariat avec le ministère de l'écologie une expérimentation de compensation par l'offre. Alors, compensation par l'offre, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les banques de compensation, donc aux États-Unis ou en Australie. On a choisi en France de parler de compensation par l'offre parce que finalement, les banques de compensation qui existent donc, à ce stade ne sont pas forcément des acteurs privés.
Il faut savoir qu'il y a des collectivités donc, publiques aujourd'hui qui se positionnent en tant que banque de compensation. Donc l'expérimentation, la première expérimentation donc de compensation par l'offre a été lancée en 2008 dans le sud de la France, sur la plaine de Crau, et c'est ce qu'on appelle l'opération Cossure, donc lancée par Caisse des Dépôts. Et en gros, elle consiste, cette opération, à donc mener un certain nombre d'actions de restauration écologique pour le coup, dans le cas de la plaine de Crau, donc la restauration de l'écosystème des Coussouls, qui est un écosystème typique, donc rare en Europe et donc composé de végétation stépique, aride. Et donc là, on est dans un objectif de restauration, donc d'action de restauration, donc au préalable d'impacts futurs qui devront être compensés par des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire quoi? Il y a un objectif de compensation dans la prévision de travaux sur place? En fait, les travaux sont menés donc actuellement et ont été menés depuis le lancement de l'opération. Des maîtres d'ouvrage, donc privés ou publics, ont le droit de compenser leurs impacts, donc dans ce cas présent, en achetant ce qu'on appelle des unités de compensation, qui sont en fait issues des actions de restauration écologique qui ont été menées donc, précédemment. Donc finalement, on est face à un système là qui est expérimental en France et qui consiste à donc restaurer de manière ex-ante en prévision d'impacts futurs que l'on considère être inévitables, au moins de manière résiduelle. Donc ça, c'est le point qui est aussi essentiel, c'est qu'on parle de compensation donc écologique, mais on ne peut parler de compensation écologique donc, sans parler de l'ensemble de la séquence donc dans laquelle la compensation s'inscrit. Donc la séquence, c'est donc éviter, réduire, compenser. Donc éviter un certain nombre d'impacts, réduire les impacts non évitables et compenser les impacts résiduels. Donc par définition, on ne peut parler uniquement de compensation. Et donc c'est dans ce cadre-là que finalement la compensation donc écologique peut devenir vertueuse dans le sens que finalement le coût de la compensation écologique est en lui-même une incitation à réduire et à éviter les impacts donc, par les maîtres d'ouvrage. Vous me disiez en fait en préparant cette conférence que comme le coût de la compensation est souvent élevé, ça incite les entreprises à ne pas détruire. Exactement. Parce que c'est trop cher de compenser. Exactement. Et donc là on est quand même dans un système... Mais ça dépend peut-être des moyens de l'entreprise. Non, ça dépend en fait du coût de l'action de restauration. C'est-à-dire que concrètement, quand on dit compenser, l'idée c'est de compenser sur la base d'une équivalence écologique. Il faut que les impacts d'un projet mené par un maître d'ouvrage soient finalement équivalents aux actions de restauration qui sont menées par ailleurs, alors soit de manière ex-ante dans le cadre de l'opération Cossure par exemple, soit de manière ex-post, et c'est le cas de la plupart des projets actuellement. Donc là, c'est la situation où typiquement un maître d'ouvrage vient nous voir, a une obligation réglementaire de compensation de ces impacts résiduels qui ont été donc, définis dans le cadre d'une étude d'impact. Et ce maître d'ouvrage donc fait appel à un prestataire s'il considère qu'il n'a pas les compétences, donc un prestataire qui peut être CDC Université, et qui mène donc pour son compte des actions de restauration ou de conservation dans certains cas, parce qu'on n'est pas forcément sur de la restauration, on peut aussi être donc finalement sur de la conservation. Oui. Alors on a bien compris le mécanisme. Christophe Ducastel, vous vouliez réagir ? Non, effectivement, il nous semble aujourd'hui que cette idée de compensation est une piste intéressante, hein. Dans la mesure où effectivement elle vient compléter dans une certaine mesure les différents instruments qu'on a rapidement évoqués précédemment. Sachant que, bon, comme vous l'avez souligné, elle présente un certain nombre de risques sur lesquels il faut essayer de se prémunir. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment de s'assurer qu'on est bien dans cette séquence qui a été décrite par Aurélien, de éviter, réduire,
en préalable et, in fine, et en dernière mesure, s'inscrire dans un processus de compensation. Donc cet exercice d'éviter et de réduire doit être nécessairement pour nous donc, un préalable à ces actions de compensation. Sachant par ailleurs qu'il y a une seconde question qui se pose, qui sont bien les objectifs que l'on fixe à ces perspectives de compensation. Et de parler de biodiversité, c'est souvent un terme générique qui ne couvre qui recouvre un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément explicites. Donc il faut bien avoir en tête que ces mécanismes de compensation, ils couvrent au moins 3 grandes thématiques qui sont essentielles, qui sont d'une part la protection, la conservation des espèces, etc., des écosystèmes, des gènes, enfin bon, la biodiversité en elle-même d'une part, mais c'est aussi dans ces opérations de compensation l'idée d'arriver à mettre en place des dispositifs qui assurent le maintien des services écosystémiques et des prestations qui sont assurées par les écosystèmes. Et puis en dernier ressort, et ça nous ramène à ce qui a été évoqué précédemment, toute la question de la gestion des ressources naturelles et donc de la permanence de l'exploitation qui en est faite par les sociétés humaines. Donc il y a bien une problématique complexe à mettre en place et un certain nombre de préconisations préalables dont il est nécessaire de s'assurer avant effectivement de se lancer dans ces processus de compensation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit se dessiner un certain nombre de choses intéressantes. En particulier, donc, il existe actuellement donc, dorénavant une plateforme qui semble faire consensus, hein, qu'on appelle Business and Biodiversity Offset Programme. Qui fédère un certain nombre d'acteurs et qui permet de s'inscrire dans un cadre qui est en cours de formalisation, mais qui nous semble être un cadre intéressant. Il n'en reste pas moins que toutes ces opérations restent aujourd'hui relativement expérimentales. On a cité le cas de la France, mais il y a bien d'autres pays qui se sont lancés dans ces initiatives et qu'il faut suivre ça avec intérêt en prenant bien garde des risques qui sont portés par ce type d'opération. Emmanuel Croutelle. Moi, j'ai envie de revenir à des sentiments simplement qui sont les miens, puisque le propos se doit d'être libre. Et revenir un tant soit peu à l'Afrique et notamment aux produits forestiers, on a à faire face à une explosion démographique en Afrique. Les villes sont en train de devenir gigantesques. La capitale francophone du monde doit être Kinshasa, Douala, Abidjan vont dépasser Paris assez rapidement. On est sur des villes gigantesques, avec un changement absolument considérable qui a lieu, avec aussi une classe moyenne qui est en train d'émerger, choses comme ça. Une croissance qui est soutenue, mais en même temps, un nombre de pauvres qui, en termes de nombre constant, reste au moins aussi important, augmente. Le rapport Borloo a fait ressortir évidemment les problèmes d'accès à l'énergie. Qui dit énergie en Afrique dit utilisation du bois. Hein, on est en train de passer, selon le GEF, de 600 millions de mètres cubes de consommation de bois pour l'énergie à 2030 à 900 millions de mètres cubes. Simplement, un chiffre à retenir, la production mondiale de bois, c'est 4 milliards de mètres cubes. Donc l'Afrique seule va autoconsommer 1,2 milliard de mètres cubes de bois en additionnant avec les bois d'industrie. Donc les impacts du marché avec quelques petites dizaines de milliers de mètres cubes exportés, je reviens à mes certifications, c'est léger. Autre point, donc j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de cette bombe démographique, l'Asie. L'Asie qui consomme
l'essentiel des produits forestiers africains. 97% des exportations de grumes du Cameroun vont vers l'Asie, 80% vers la Chine. Donc nos certitudes européennes, bienveillantes, sont bien légères au milieu de tout ça. Je suis toujours effaré quand je vois les reportages, les émissions vantant les mérites de la conservation du panda en Chine. J'aimerais qu'il y ait la même chose sur les gorilles. Je pense à une concession que je connais au Nord Congo. Il y a 40 000 gorilles sur la concession forestière. Hein. 40 000, pas 3 pandas dans un zoo. Donc à quand les pandas et donc nos amis chinois viendront aussi participer à ce genre de réunion sur la biodiversité, parce qu'il va falloir que ce soit à Mumbai ou à Shanghai que ça soit organisé aussi, parce que l'essentiel de la production part vers l'Asie. Alors au milieu de ce pessimisme total, moi ce que je vois, c'est que les grandes entreprises certifiées, je dis ça de façon générique, hein, faut les soutenir. Faut arrêter ce bashing. C'est absolument indispensable. Et aujourd'hui, il faut faire venir d'autres entreprises à ces bonnes pratiques. Ça va être très compliqué de cibler les PME, mais des choses sont réalisables. J'ai eu la chance de travailler, moi, avec les petites et moyennes entreprises du sud du Congo, j'ai vu les progrès faits sur un an par ces entreprises, et qui, lorsqu'on les interroge, disent « Nous, on peut aider par rapport à ces problématiques des communautés, hein, n'oublions pas les personnes, et de la biodiversité, on peut aider parce qu'on connaît bien nos terroirs, on connaît bien nos territoires. Et s'il y a des actions, notamment à promouvoir, de promotion à mener par l'AFD, eh bien, j'envoie un certain nombre vers les acteurs du privé, y compris à discuter avec ceux qui sont pas bons aujourd'hui, qu'il va falloir mettre à niveau. Il reste beaucoup de choses à faire. Je reviens sur les propos d'Aurélien et d'Alain. Je suis sceptique quant à nos moyens pour éventuellement, à moins que j'ai mal compris, stopper, limiter dans le cadre de cette... Cameroun aujourd'hui c'est 25 millions d'habitants, une ville comme Pointe-Noire j'habitais au Congo moi il y a 20 ans, il y avait 300 000 habitants à Pointe-Noire, aujourd'hui il y a 1 100 000, il y aura bientôt 2 millions d'habitants à Pointe-Noire. Les gens veulent du développement, veulent des routes, veulent du désenclavement, veulent des accès à des corridors, voilà. Donc, protégé par finalement un accès difficile, logistique, une logistique qui serait délicate, j'y crois pas un seul instant. Voilà, alors je suis confiant sur du très très court terme pour le moment, tant que les forestiers que l'on connaît existent. Pour combien de temps existeront-ils encore? Là, je suis pessimiste sur leur capacité à résister aux règles imposées et aux fourches codines sous lesquelles ils doivent passer pour vendre leurs produits sur des marchés européens qui leur sont de plus en plus fermés. Alain Carcenti, est-ce que vous voulez réagir? Bon, la question du... Oui, on a une croissance démographique qui pose des problèmes pour la nature, pour la biodiversité, c'est tout à fait clair. Ce qui pose le plus de problèmes... Par contre, le problème, c'est de savoir si on sera 10 milliards de personnes, quel sera le mode de consommation en termes de nutrition, en termes d'usage de l'espace de ces 10 milliards de personnes, ou 11 milliards, on ne sait pas très bien, puisque même de ce point de vue, on a quelques incertitudes sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il est clair que s'il n'y a pas des ruptures absolument radicales dans les modes de consommation, d'abord de consommation, parce que d'abord la production, c'est pour la consommation, eh bien...
on ne voit pas effectivement comment les transitions écologiques vont pouvoir réussir. Disons que plus exactement, la transition écologique, ce sont d'abord des transitions nutritionnelles, des transitions de mode de consommation. Et là, on est devant une problématique effectivement donc de système, dans lequel la démographie joue son rôle, mais disons au second plan. Par ailleurs, on a des pays très peuplés qui arrivent à conserver et à développer de la biodiversité. C'est une question effectivement d'organisation de la société, de gouvernance, de moyens aussi. Il faut effectivement se développer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment un trade-off, on a vraiment des conflits, et c'est visible dans un certain nombre de pays où les gens disent très clairement aujourd'hui on veut être émergent. On veut être émergent, donc vos histoires, par exemple, de REDD, où il faut conserver les forêts, on ne veut pas entendre parler parce que pour nous, ça passe par le palmier à huile, etc. Le problème, c'est de montrer qu'on peut faire du palmier à huile, et il faut en faire, effectivement, mais d'une manière qui permette justement de générer suffisamment de ressources dans des organisations des territoires, qui permettent à la fois de faire du palmier à huile, c'est-à-dire de découpler cette fameuse production agricole de la destruction de l'environnement. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est ça l'enjeu précisément la transition de l'économie verte. Donc je dirais que le problème, il est aussi un problème de financement, il est un problème effectivement général qui va de la consommation à la production, et il est un problème d'organisation et d'efficacité des sociétés. En même temps, moins on pèse dans le commerce mondial, moins on a notre mot à dire. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Oui. Oui, enfin bon, disons que même quand on pèse très peu dans le commerce mondial, on peut se faire entendre. Les petites îles du Pacifique, par exemple, qui aujourd'hui sont en train de disparaître sous la montée des eaux, arrivent quand même à se faire entendre de manière beaucoup plus large que leur PIB ou leur nombre d'habitants, effectivement, ne le représente. Donc, reste à savoir si elles obtiendront ce qu'elles demandent. Mais bon, c'est un autre sujet. Laurent Gilbert, vous vouliez intervenir et après je donnerai la parole à la salle. Oui, je voulais juste intervenir pour réagir sur effectivement ce que vous disiez sur la consommation, sur le rôle du consommateur. Je pense qu'une chose qui est très importante, c'est aussi de donner les moyens aux consommateurs de faire des choix responsables. Et je vous ai parlé très très brièvement de pourquoi, du type d'outils que nous développons, que nous mettons en place de façon un peu corporate. Et en fait, tout ça se met aussi en place dans le cadre d'un grand programme d'engagement développement durable qui est porté donc par notre CEO, donc par Jean-Paul Agon, qui porte ce programme qui s'appelle Sharing Beauty with All, dont l'objectif est de remettre le consommateur au cœur de ce programme et de faire en sorte que nous donnions aux consommateurs les moyens de faire des choix qui soient des choix durables. Parce que le consommateur, comme je disais tout à l'heure, il en a envie, mais encore faut-il qu'on ait développé tous les outils, qu'on ait tous les niveaux de communication, qu'on soit dans une communication qui donne de ces questions-là une vision tout à fait, on va dire, qui donne envie aux consommateurs de faire des choix qui seront des vrais choix responsables. Et je crois que c'est extrêmement important et c'est une des responsabilités et on le prend en tant que tel au sein de l'entreprise, au sein de L'Oréal et donc porté par notre CEO.